En comprenant pas mal de choses, j'ai fait plutôt une stratégie qui était adaptée à moi et au propre firme. Ça, c'est Angelo, un ex-ingénieur qui n'a pas juste suivi les règles, il a utilisé les propres firmes comme un véritable terrain de jeu pour construire sa stratégie. Et aujourd'hui, Angelo vit du trading et il a transformé ce que beaucoup considèrent comme un jeu truqué en un vrai business personnel. Pourquoi 95% des gens, ils échouent avec les propres firmes? Angelo nous plonge au cœur des consultants propres firmes qui sont rentables et il nous parle des choix stratégiques qui ont influencé sa carrière dans un monde où 90% des gens échouent. Il nous partage sa vision du trading et de l'investissement. Le trader doit avoir plusieurs stratégies. Pourquoi tu t'es pas arrêté à l'immobilier puisque tu faisais du cash flow? On dit souvent que c'est 90% de psychologie. C'est vrai ou c'est faux ça? Alors si tu veux devenir rentable avec tes propres firmes et comprendre comment transformer le travail acharné en résultats concrets, ce podcast est ton guide vivant, brutal et sans filtre. Et surtout, il répondra à la question cruciale que tous les traders veulent savoir. Est-ce que c'est toi qui es nul ou c'est les autres qui mentent? Alors moi je pense que... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Money Talk, nouvel épisode où aujourd'hui je reçois une personne qui a utilisé les propres firmes, pas comme vous le connaissez, mais comme une banque, comme une stratégie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans ce milieu, personne ne viendrait le sauver, ni les brokers, ni les signaux, ni même les formations, mais que c'était par lui-même qu'il devait apprendre à se débrouiller. Et aujourd'hui, il vit du trading, on reçoit Angelo. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça a été difficile pour moi de te trouver, surtout que t'es pas quelqu'un qui veut s'exposer. Alors, effectivement, je m'expose peut-être à côté de mes amis, pas énormément sur large public. Et vraiment, je fais des choses qui sont pas spécialement qualitatives, mais je donne des informations. Voilà. Donc voilà le premier point. Petite rectification, je suis plutôt consultant propre firme, pas vraiment trader. T'es consultant propre firme, c'est important d'être précis sur le mot. T'es consultant propre firme, excuse-moi pour ça. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par le terme exact, te définir nom, prénom, âge, groupe sanguin, orientation sexuelle? C'est la classique, on y passe. Okay. Alors, Angelo, donc là j'ai 34 ans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Actuellement, je suis consultant propre firme, groupe sanguin, je l'ai pas en tête, je dois le rechercher un jour. Il y a personne qui connaît son groupe sanguin. Non, j'ai regardé dans mon carnet de santé, mais j'ai pas trouvé. Mais bon, je vais demander où je vais faire le test. Et sinon, interro, en couple, donc voilà. Okay. Peut-être ça a changé entre temps. Ça va, on ne sait jamais. Peut-être que ça a changé. Ouais. Tes études, t'as commencé par où? Alors, un bac scientifique, spécialité maths, c'était assez dur quand même. Ensuite, un DUT en Île-de-France. J'ai fait une licence en alternance et j'ai fini par un master 2 sciences pour l'ingénieur. D'accord, t'es ingénieur du coup? J'ai un master 2. Bon, après, ça a défini comme ingénieur mon premier poste. Dans quel domaine et quelle spécialisation? Alors, j'étais un ingénieur automobile. Okay. Donc, pour ceux qui connaissent... C'est large automobile, parce que moi, j'ai fait un GMP, j'ai fait une IT GMP attachant. Donc, quand tu dis automobile, je sais que tu peux être encore un peu plus précis. C'est quoi? C'est système embarqué? Tu étais sur les moteurs? Alors, moi, j'étais plus sur la rédaction de spécifications, coordonnées. Mais la vérité, c'est que je trouve l'activité en tant que premier travail, c'était plus une activité de secrétaire. Ce qui me dérangeait pas plus que ça, parce qu'à la fin, il y avait un salaire. Donc, d'accord, voilà. Oui, il y avait un salaire. Tu travaillais dans un grand groupe français? Voilà, ceux qui connaissent, voilà. Je suis en prestation. Ouais. J'étais pas en direct, bien sûr. Ouais, je vais citer 3 grandes marques pour pas faire de publicité, mais on va sûrement être dedans: Peugeot, Renault, Citroën. Voilà, un des trois. Un qui a un grand centre dans les Yvelines. Ok, je pense que tu en as assez dit. Voilà. Et combien de fois tu as été sur des marchés financiers, mais que tu pouvais pas décrire une annonce économique où tu te faisais avoir parce que ton youtubeur préféré t'avait amené dans le vent? On ne traite pas les annonces économiques, on les traite avec. Et je sais que la compréhension pour certaines personnes est parfois compliquée. Et c'est pour ça que Goldman a été créé. Simplifier ce travail de compréhension pour te permettre de prendre des décisions justes et éclairées sur les marchés financiers. En 2025, pendant que tout le monde criait Alt Season, nous, on regardait la montée de l'or. Et pendant la chute d'octobre, quand certains influenceurs se faisaient liquider en direct, Goldman expliquait mécaniquement pourquoi les margin calls allaient arriver. Goldman, ce n'est pas un canal d'alerte. Goldman, c'est surtout un outil de décision. Non seulement on t'apprend le contexte macro avant que le marché ne bouge, des déséquilibres que les réseaux voient toujours beaucoup trop tard et que parfois, quand le marché le permet, des idées de positionnement. Là, ce que tu vois, c'est notre portefeuille IA. Il n'y a pas beaucoup de messages, mais chaque publication est pensée pour éviter une erreur coûteuse ou de prendre une décision avec un coup d'avance. Goldman, c'est un canal d'élite, pas pour les débutants, mais pour ceux qui veulent arrêter de subir le marché et commencer à le lire. Alors, si tu veux voir les marchés tels qu'ils sont et pas tels qu'on te les vend, tu as juste à cliquer, le lien est en dessous.
Fan de la sponsor, on retourne à la vidéo. Un ingénieur comme toi, ou en tout cas avec le grade que tu avais, et ça gagnait combien? Tu peux être large. Mais oui, mais là, il n'y a pas de souci sur ces... Parce que c'est le salaire, bien sûr. Ouais. Donc, j'ai commencé à 2000. Okay. Donc, très rapidement, c'était bien. Mais sachant que je travaillais en tant qu'étudiant. Donc, j'avais déjà quasiment entre 500 et 1000 euros qui arrivaient. Et je gagnais 2000. Mais sauf avec les 1000 euros d'étudiants et les aides et tout ça, ça venait à quasiment 1500. Et lorsqu'on gagne 2000 et qu'on commence à avoir les impôts, on gagne légèrement plus, mais pas autant que ça. Oui, le prorata qui reste n'est pas autant. Voilà. Ok, mais à quel moment, parce que j'essaie de comprendre le pont, quand tu es ingénieur, qui est censé être un métier que... Voilà, c'est un peu comme médecin, c'est un peu une fierté. Appelons un chat un chat. Ouais. On n'est pas des mêmes communautés. Je crois que toi, tu as grandi en Guadeloupe. Moi, je suis congolais de par mes parents, mais tu vas comprendre là où je veux en venir. C'est quand même pour des communautés noires, avoir un diplôme dans le supérieur, un master, développer, tu travailles dans un top constructeur. Et malgré tout, ça ne t'a pas suffi parce que tu finis sur les marchés financiers. Comment on passe de l'un à l'autre? Alors, la transition, je commence à travailler. Je tombe dans un domaine où je vais être amené à travailler avec pas mal de responsables. Et les responsables, ils ont fait des grandes écoles. Ils n'ont pas la même couleur de peau que moi. Et rapidement, ils me font comprendre que je peux faire des choses bien, je peux mettre mon cerveau à contribution de l'entreprise, mais reste à ta place. C'est juste ça. Donc, rapidement, je comprends ça. Et au bout de 2 mois où j'ai fait mes preuves, que j'ai montré que je suis assez compétent sur le poste, j'ai compris que le mieux, c'était d'apprendre davantage, parce que les études, on apprend pour faire un travail, pour ensuite gagner de l'argent, mais d'apprendre peut-être rapidement pour faire de l'argent, faire sauter les étapes. Et du coup, je faisais le strict minimum de mon travail, je me formais un maximum. Et c'est où je suis arrivé dans l'immobilier. Peut-être tu voulais pas faire. Donc, tu es arrivé tout de suite dans l'immobilier. Voilà. Tu n'es pas arrivé dans le trading. Non. Alors, juste, je fais une petite parenthèse parce qu'on a parlé un peu de couleur de peau. Je vous le dis dès à présent, ce podcast, c'est pas Wakanda, c'est pas un podcast victimaire. Oui, c'est juste... Non, mais il faut le dire parce que commencer, sinon que j'ai pas envie que les gens se disent ouais, le podcast, il part en Malcolm X et je ne sais pas quoi. Non. On va parler d'argent, on va parler de trading. Mais en tout cas, tu vas partager ta réalité. Ouais. Peut-être la drôle, non, mais c'est important, il faut le dire, que toi, tu partages ta réalité et comme tu vois la chose. Et donc, tu commences par l'immobilier, tu pars pas dans le trading. Pourquoi tu pars dans l'immobilier? Parce que c'est le moment où tu t'es dit, je veux devenir libre financièrement. C'est quoi? Tu avais vu une vidéo sur YouTube? Qu'est-ce qui t'amène par là, en fait? Alors, je pense que j'ai fait pas mal de tests. Peut-être j'avais fait un peu de trading ou des petites choses avant et tout. Mais dans mon statut de CDI qui gagne 2000, un peu plus par la suite, le plus simple, et surtout à la période avant Covid et tout ça, il y avait des taux bas. Donc, c'est où il y avait une très, très belle opportunité de commencer à investir dans l'immobilier. Et tu as fait du locatif? Du locatif. Tu as fait du locatif et ça a généré des rentes tout de suite? Voilà. En fait, lorsque j'ai demandé une augmentation, mon patron, il m'a dit qu'en fait, ils ont les charges, ils ont l'eau, l'électricité, ils doivent payer les gens, ça va pas être possible et tout ça. Et en parallèle, lorsque j'ai acheté mon premier bien, j'ai vu que le cash flow était assez rapide. Donc, mon choix était... ça dépend. J'étais sur de la colocation, on est environ à 500. Okay. Parce que c'est rempli. Ça te faisait du cash flow supplémentaire de 500, qui correspondait à combien d'heures supplémentaires dans ton job à l'époque? Vu que je faisais jamais d'heures supplémentaires, je sais pas, je pense... Mais ça faisait quoi, un quart de ton salaire, grosso modo? Ouais, voilà, ça faisait un quart de mon salaire. Et à ce moment-là, toi, tu as eu un déclic. Comment ça se passe? Parce que l'immobilier, au fait, tu as appris quoi à ce moment-là? J'ai appris on va dire des niches fiscales, je pense que c'était ça. Il y avait le LMNP, d'autres solutions. Je suis plus parti sur le LMNP, loi meublé non professionnel. Mais c'était juste trouver des biens pas chers à rénover et derrière pouvoir les louer correctement. Et pourquoi tu t'es pas arrêté à l'immobilier puisque tu faisais du cash flow? Pourquoi t'as pas fait une magnifique carrière en te disant ok, je fais du LMNP, je pars sur 10, 15, 20 appartements comme on peut voir dans les nombreuses formations qu'on voit sur YouTube? Alors, ça aurait été très intéressant. Sauf qu'il y a eu le Covid. Et juste avant le Covid ou pendant le Covid, il y a eu une vague de licenciements de prestataires au niveau où je travaillais. Et j'avais le choix de trouver une nouvelle mission, ce que je pouvais faire, ou que mon entreprise me fasse un licenciement économique.
Donc, j'ai choisi la simplicité, licenciement économique. Du coup, plus de CDI, plus d'emprunt. Donc, je devais chercher une autre alternative. Donc, heureusement, on est en France. Donc, j'ai cotisé assez. J'ai eu droit au chômage où j'ai pu... Ce qui est ton droit, on passe. Oui, exactement. Et du coup, j'ai eu droit à cette partie où je me formais. En même temps, j'avais de l'argent de côté, en plus de mon immobilier. Ok, donc tu as profité de cette période-là en licenciement économique pour te former. Et là, tu décides d'aller vers le trading. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fortement influencé dans ça? Alors, c'est quelqu'un qui est déjà venu sur la chaîne YouTube. Ton plateau. Je vous affiche le podcast ici. Voilà. Et effectivement, il m'avait déjà contacté, mais moi, j'étais sur d'autres. J'étais déjà dans mon immobilier où je me disais, je vais avoir 10 biens, 20 biens, je vais avoir beaucoup de cash flow et tout ça. Et là, j'ai quand même vu le trading et je suis revenu vers lui et il m'a formé, il m'a aidé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu. D'accord. Vous avez étudié dans la même école? Dans mes souvenirs, Oui, voilà, on était dans la même école à la fois. Oui, à la fois, on a fait. C'est comme ça que vous êtes rentrés en contact. Oui. Le fait que lui avait commencé à avoir des résultats, toi, c'est ça qui t'a un peu ouvert les yeux ou avant ça, tu n'étais pas du tout intéressé par rapport au trading? Alors, je savais qu'il avait ses résultats. Après, je suis quelqu'un d'assez têtu et embêtant et c'est pour ça que je l'ai connu parce que je l'ai embêté malgré son physique. Je pense que vous pouvez voir la différence entre lui et moi sur le podcast. Bon, on est tous grands. On est tous grands. Mais pas le même gabarit. Et du coup, oui, il m'a fortement influencé là-dessus. J'ai compris que avec l'immobilier, des fois, on a des petits soucis, des impayés, pas mal de problèmes. Et le trading, les problèmes, c'est à cause de nous. Il n'y a personne d'autre. C'est nous et le graphique et les marchés. On peut accuser personne d'autre. Peut-être un président qui fait des bêtises, mais c'est le marché, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Mais comment se passe ton ascension de trader à partir du moment où il t'en a parlé jusqu'au au premier moment où tu décides de passer en propre firme? Si tu peux me résumer ça assez rapidement, comment ça se passe? D'accord, très rapidement. Donc il m'avait contacté, je lui avais dit non. Ensuite, un ami m'a dit, voilà, regarde, il y a un influenceur, il fait des choses et tout ça. Donc j'ai dit, intéressant, on dirait c'est intéressant. Donc on a commencé à le copier. J'avais une petite communauté de personnes parce que généralement j'essaie de montrer petit à petit mon évolution dans ce que je fais dans la vie. Et là, en suivant son télégramme gratuit et tout ça, j'ai mis une petite somme, les 500 €, 1000 €. Et très rapidement, au bout d'un mois, ces 500 € étaient devenus 100 €. Donc j'ai recontacté cette personne, je lui ai dit... C'était qui? Ok. Donc, j'ai dit, je l'ai contacté, j'ai dit, ouais, ça fonctionne pas, c'est bizarre ton truc. Et là, il m'a retiré, mot pour mot, si t'es pas content, retourne dans ton salariat derrière un bureau de 8h à 8h, 18h. Bon, malheureusement, j'étais pas libre financièrement, mais j'avais déjà mon immobilier. Donc, à partir de là, j'ai eu ce côté revanchard en moi, qui est très gentil, mais je me dis, bon, si quelqu'un me dit ça, ça veut dire que je vais lui montrer le contraire. Et par la suite, j'ai repris contact avec JR et là, j'ai commencé plus sérieusement à me former. D'abord avec un MLM, ensuite en one-to-one ou une petite équipe. Et en comprenant pas mal de choses, j'ai fait plutôt une stratégie qui était adaptée à moi et aux propres firmes. Ok. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as dit que dans l'immobilier, tu avais des problèmes par rapport aux clients, par rapport aux impayés. Et tu as soulevé un point qui est important où tu as dit le trading, c'est par rapport à soi-même. On est face à soi-même. Ça m'amène à te poser une question. On dit souvent dans le trading que c'est 90% de psychologie. C'est vrai ou c'est faux ça? Je vais dire c'est vrai parce qu'on peut appliquer... On peut appliquer une stratégie, on peut tout faire, mais lorsqu'on dit, je pense 90% de psychologie, c'est surtout le fait que à un moment donné, à une période donnée, faut être fort. C'est ça. C'est juste cette partie. Donc, même si on peut faire, par exemple, un 80% de réussite, mais derrière, en l'espace de 10 minutes ou 5 minutes, si on n'a pas une bonne psychologie ou un truc qui nous dit stop, on peut cramer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire peut-être 90%. Et ça veut dire quoi, faut être fort? Parce que c'est des choses qu'on entend dans les formations. On est sur Money Talk, je veux que tu expliques un peu. Être fort, ça veut dire quoi, être fort en trading? Comment tu définis ça?
savoir s'arrêter de trader quand ça va pas. C'est plus dur de s'arrêter de trader que de continuer à trader ou de chercher des positions? C'est très dur, je trouve, d'avoir une discipline. Ok. Sans faille. Donc, en gros, soit on a une discipline où on sait exactement les jours où on va trader, ou avant de trader, on se dit, bon, aujourd'hui, c'est une bonne journée, je peux trader, que de se dire, bon, j'ai une semaine, je dois trader ci, ça, j'ai mis le déficit, ci, ça, et que même si un jour ça va pas, on trade, et là, ça commence à ne pas aller et se dire stop. Du coup, donc, du revenge trading. Voilà, ça peut être du revenge trading, ça peut être... T'as déjà fait une session de revenge trading? Et ça t'a coûté combien une session de revenge trading? La pire, je sais pas, je pense en propre firme, bien sûr, ouais. C'est pas mes comptes perso, mais on va dire du 5 chiffres, minimum 11 000. Moi, le dernier en tête, je pense que je l'ai en vidéo, c'est 11 000. Ok, parti en fumée comme ça. Ouais. Tu trades jamais en compte propre? Non, pas de compte propre. Pourquoi? Alors, parce que moi, il y a l'opportunité propre firme. Je fais l'opportunité propre firme. J'ai ma société qui est en mode consultant propre firme. Donc, il y a aussi un avantage fiscal à trader en propre firme. Oui, parce que je suis consultant. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu à la communauté quel est l'avantage ou quelle est la différence entre trader en propre firme et trader en compte propre, notamment en France? D'accord. Donc, déjà, je ne suis pas ni expert comptable ni fiscaliste. Ça va voir chacun pour son cas. Donc, moi, j'ai ma société. Donc, j'achète mes challenges qui sont du coup des charges pour l'entreprise. Quand j'achète ces challenges, soit je les réussis, soit je les rate. Bon, généralement, des fois, je réussis quelques-uns si je suis là. Et derrière, quand je réussis, je fais un paiement. Donc, le paiement, ça arrive sur ma société. Donc, c'est le chiffre d'affaires de ma société. Ouais. Donc, après, les charges, ça va être tout ce qui est mon ordinateur, si je dois faire des déplacements, des choses comme ça pour mon activité. Et derrière, j'aurai l'imposition sur les bénéfices. Et je suis taxé à 20%. On peut se payer aussi, donc se faire un salaire là-dessus. Voilà, c'est un peu ça le bénéfice de mon côté. D'accord, donc c'est pour ça que tu utilises les propres firmes et pas les comptes propres. Et tu as démarré tout de suite comme ça. Tu as compris le business des propres firmes directement, puisque tu as dit que tu t'es formé et après tu as sauté en propre firme. Comment tu en arrives à ce chemin-là? Alors, j'avais un certain capital, je pense que j'avais entre 5 000 et 10 000 que je pouvais mettre en trading. Et j'avais déjà aussi cramé pas mal de comptes. Hein. C'est normal de cramer des comptes. Au cas où je ne suis pas arrivé et j'ai validé mes comptes directement. C'est une bêtise, parce que souvent on a des histoires de mecs qui viennent, j'ai jamais cramé un compte, j'ai jamais perdu. Tout ça, c'est quoi? C'est des salades, ça n'existe pas? Alors, peut-être ils sont très forts. Moi, je ne suis pas dans leur tête, chacun leur vie et tout ça. Mais moi, j'ai cramé énormément de comptes. Je n'ai pas de souci là-dessus. Mais le calcul, c'est surtout le nombre de challenges que j'achète vs le nombre de paiements que j'ai eu. Okay. Là-dessus, je suis rentable. Ok. Donc, c'est le premier point. En gros, tu es comme un entrepreneur qui achète des tomates et combien il en revend. Tu vois les choses comme ça. C'est un peu ça. Sauf qu'il y a des tomates pourries, des bonnes tomates qui valent beaucoup plus cher. Voilà. Ouais. Okay, ça dépend comment je... Des tomates, des petites, des grosses tomates. Voilà, d'accord. Et en fait, tout simplement, si tu en retires quelque chose, tant mieux. Et sur cette balance-là, parlons un peu chiffres. Ça correspond à quoi? Tu achètes des propres firmes pour 1 000, 2 000, 3 000 euros et tu retires derrière pour 14 000, 15 000 euros. C'est un exemple. Hein, c'est un exemple. C'est un exemple parce que on est en France et je sais que, en tout cas, c'est... Peut-être je ne vais pas forcément communiquer de l'argent derrière, mais dans le principe, on peut dire en tout cas que tu achètes pour 2-3 000 euros de propre firme et tu en retires, par exemple, 7 ou 8, 9 000, puis tu as fait la différence, c'est le gain que tu as fait. Exactement, oui. C'est comme ça que tu as fait ça. On va parler un peu plus de la propre firme et de la vérité sur les propres firmes parce que tu es le deuxième podcast que je fais au niveau des propres firmes et il y a des choses que... Je sais par quoi tu es passé toutes ces dernières années et j'aimerais te poser des questions vraiment un peu plus spécifiques. Moi, j'ai beaucoup tradé en propre firme. Notamment, j'ai eu très mal avec MFF quand ils ont fermé. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait mal. Mais à ton avis, pourquoi 95% des gens, ils échouent avec les propres firmes? Alors, les gens échouent parce que je pense qu'ils ne sont pas assez formés, ils n'ont pas une bonne stratégie ou n'ont pas le bon mental. La propre firme est là pour faire de l'argent. Leur principal entrée d'argent, je pense, c'est les gens qui achètent les propres firmes. Peut-être pas les gens qui ont des gros paiements.
Oui. Et là-dessus, si tu as pas mal de personnes qui savent pas trader et qui vont en propre firme dans l'espoir de réussir la propre firme, sans plan précis, pourquoi Mais les c'est gens... quoi la bonne approche mentale à avoir avec une propre firme? Il faut la voir quoi? Comme je l'ai dit en introduction, l'utiliser comme un financement, l'utiliser comme un moyen d'accès à la richesse le plus rapidement possible, un moyen de constituer du capital, de faire un exit. C'est quoi la bonne approche qu'on doit avoir avec un compte propre firme? Alors, chacun a son approche. Moi, mon approche, c'est je sais que je mise peu pour essayer de gagner le double ou le triple. Donc, si j'investis 1000 € pour un compte à 200K ou je rate le compte, j'en réinvestis 1000 €, j'en réinvestis 1000 €, le troisième ou le quatrième, normalement, je valide. Donc, ça fait au pire 4000 €. Lorsque je valide ce compte, mon but, c'est de retirer au minimum les 4000 € que j'ai investi déjà. Et derrière, si je fais plus, c'est beaucoup mieux. Je peux monter là-dessus. Tu viens de dire un truc ultra important que j'ai jamais entendu. Tu as dit, si tu payes un compte propre firme à 200 000, donc à 1000 €, tu as dit que si tu le perds, tu vas aller continuer au bout du troisième, du quatrième. Donc, tu es en train de me dire, grosso modo, tu valides 25% des comptes, c'est ça? 30% des comptes. Je suis... T'es mon profil matheux, donc je sais que tu as la stat. Oui, je sais. Alors... actuellement, je suis plus sur du, on va dire, 20 à 25%. D'accord. Alors, avant, j'étais plus sur du 40% parce que les règles étaient beaucoup plus faciles. D'accord. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Tu me dis que tu valides 20 à 25%. Alors, excuse-moi, j'ai un payout. C'est pas la même chose. Payout. Pas de validation. Toi, tu parles de payout. Ouais. Allez, donc, ça change un peu la donne, mais ok, c'est la même chose. Payout, ça veut dire que tu vas payer 4 fois. 3 fois, tu vas être en échec et la 4e fois, tu vas payer et rembourser les autres. Ouais. Quand tu te balades sur TikTok, quand tu te balades sur YouTube, tout le monde a la recette miracle avec les propres firmes. Toi, tu es en train de me dire qu'on est à 25%. Elle est où la réalité? Est-ce que c'est toi qui es nul ou c'est les autres qui mentent? Alors, moi, je pense que je suis plus en mode quantité. Je ne suis pas là pour rester longtemps dans une propre firme. Je suis plus là pour prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, avec mon approche et les risques que je prends avec les propres firmes, je viens pour payer et prendre mon argent le plus tôt possible. Donc, effectivement, peut-être ce taux, il est bas. Et derrière aussi, sur TikTok, bon, je ne dis pas que c'est vrai, mais il y a des gens pas très connus qui ont des... très bons stats en trading parce qu'on les voit sur les propres firmes. Bon, généralement, ce sont des Américains. Il y a de très rares Français là-dedans. Lorsque je dis des stats, ça veut dire qu'ils sont dans le top des propres firmes. C'est dans le monde. C'est pas... Voilà. Donc, il y a ces personnes où je les vois sur les réseaux. Ils ne sont pas spécialement connus. Il y en a certains, ils sont connus. Et il y en a certains, ils veulent vraiment rester dans l'ombre. Derrière, oui, il y a pas mal de mensonges. Parce que si moi, j'ai envie de dire, par exemple, quasiment, pas toutes les propres firmes, mais je pense une bonne partie de toutes les propres firmes, 60% ou 50% des CFD, j'ai un diplôme. Donc, je peux montrer que mes diplômes et dire, les gars, regardez, j'ai les diplômes de toutes les propres firmes. À quoi bon? Peut-être ça, je vais dire, les gens vont dire, ah ouais, incroyable et tout ça. L'idée derrière, c'est combien tu fais, combien tu retires, combien de paiements. Pas combien de fois tu qualifies un compte. Au début, c'est beau, tu es content d'avoir validé, tu as ton certificat et tout ça. Mais après, en vrai, c'est le paiement qui compte. C'est quoi le plus gros mensonge que tu vois, toi, dans le monde des propres firmes? Parce que je pense que tu en connais aujourd'hui. Des gens des influx qui vendent des passages de propre firme, ce genre de choses. Donc, c'est quoi le mensonge que tu vois le plus souvent dans les Alors, généralement, c'est le passage des propres firmes. C'est plutôt ça. Au début, des fois, ça fonctionne. Après, ça fonctionne pas. Généralement, il y en a plein qui tombent dans le piège. Que c'est ultra facile. Alors, il y a des fois, c'est facile. Faut pas se mentir. Parce que moi, généralement, toutes les semaines, je fais un point sur toutes les propres firmes que j'utilise. Et je regarde le ratio chance de gagner et de perdre. Parce que prenons un autre exemple, on a FTMO où la phase 1, on a, je pense que tout le monde connaît FTMO, 10% de drawdown et 10% de profit. Donc, logiquement, si je ne me trompe pas, on a une chance sur 2 de faire la première phase. Ouais. Voilà. Il y a d'autres propres firmes où peut-être ça va être 8%
et 11 ou 10% de drawdown. Donc là, on a un peu plus de chance. Et même, il y a des fois, une prop firme, bon, malheureusement, ils m'ont... Comment ça s'appelle ? Ils ont ajouté plein de règles. Eh bien, on avait vraiment 50% de chance de valider la prop firme. C'était vraiment du 50-50 cette fois-ci. En termes de probabilité. En termes de probabilité. Okay. Non, mais c'est bien parce que tu as une approche de matheux. Je dis ça parce que j'ai rencontré un trader qui travaille chez Goldman Sachs, qui passe sur la chaîne YouTube et qui a dit aussi que le trading, il fallait notamment, au vu du PNL, avoir une approche mathématique et de probabilité, ce que peu de personnes font. Ouais. Et je vois que toi, tu as fait tous ces calculs-là. Tu as parlé de prop firmes qui changent des règles. C'est vrai qu'il y a des prop firmes qui ne payent pas. Toi, tu l'as vécu, ça? Oui, j'en ai beaucoup. Hein, t'en as beaucoup. Est-ce que tu peux... Sinon, je serais très, très riche. Tu peux en citer quelques-unes sans que ça te mette en porte-à-faux. Est-ce qu'il y en a quelques-unes où, tu vois, c'est les spécialistes pour ne pas payer? Alors, moi, du moins, toutes les prop firmes qui ont fermé, donc déjà, eux, la plupart, j'avais des paiements en attente. Déjà, eux, je peux faire la liste, hein, comme tu connais, MMF. TTF aussi, je crois, ils ont fermé. Ouais, TTF aussi. Bien qu'ils ont repris, non, pas ils ont repris, TFT, il y a qui d'autre? Donc en vrai, il y en a pas mal. Donc FTT aussi, Fast Track, eux, ils m'ont fait mal aussi. Ouais. Je commençais les futurs avec eux. Et sinon, il y en a, ils ont des règles, mais comment ils s'appellent? Wiget. Eux, j'étais là à leur début parce que c'était des Français et vraiment, ils m'ont un peu dégoûté parce que leurs règles étaient vraiment compliquées. Et lorsque j'ai demandé mon paiement, ils m'ont dit « Ah, j'ai pas respecté une règle » et en fait, j'avais plus accès à mon historique, j'avais plus accès à rien. Et tu pouvais pas vérifier? Je pouvais rien vérifier. Donc, voilà. Après, à part eux... non, en tête là, peut-être tout à l'heure je vais essayer de revoir, mais en tête, ouais. Dis-moi, cette année récemment, mais sinon avant, il y a GOT aussi. Ok, ça je connais pas. Code Trading, Funding Trading. Donc il y a eux aussi, ils m'avaient bloqué $8 000. Ouais, il y en a pas mal, il y en a vraiment pas mal. Ouais. Et tu penses que les prop firmes, c'est une bénédiction ou c'est un piège? Comme tout domaine, faut savoir les règles. Les prop firmes, ils mettent des règles. Déjà, première chose à faire, on arrive sur une prop firme, on lit le FAQ. Lorsqu'on a lu le FAQ... Mais ça, personne ne le fait. Ah, moi, je le fais. Moi, il n'y a pas de souci, je le fais. Et en plus, je vais lire les petits trucs en bas là. Ouais. Termes et conditions et tout ça. Et t'as déjà vu des choses bizarres dans ça? La chose la plus bizarre, c'est que dans quasiment toutes les prop firmes, c'est la phrase où ils disent que nous pouvons terminer quand on veut le contrat avec vous. Ok. 100% le disent. La majorité, ils disent sans condition. Sans condition. Ils arrivent, ils peuvent terminer le contrat. Et c'est ce qu'on signe hein, lorsqu'on valide le truc. Donc on ne peut pas se plaindre lorsqu'ils ont terminé le contrat. On a signé le contrat. Sans justification. Ils te diront c'était dans les clauses. Voilà. Ouais. Ok. Il y a des clauses auxquelles il faut faire particulièrement attention, d'autres que tu as vues aussi? Alors, je dirais déjà de faire... Bon, on est en France, ça va, mais il y a dans certains pays, faut regarder si la prop firme est autorisée. Autorisé, c'est payé, parce que tu peux valider derrière. Si tu n'es pas dans le bon pays, ben, tu dis « Ah, c'est bien, tu as validé, mais au revoir, il fallait lire le contrat. » Non, mais c'est bête, mais oui, c'est très logique, en fait. Il y a durée de trade aussi. Les lots à prendre max, parce que ça m'est arrivé de prendre, par exemple, 62 lots sur un compte à 200K, 61 de lots sur un compte à 200K. En fait, j'ai pris un lot de 60. Parce que je me rappelais que la limite, je l'avais noté. Ouais. J'ai un gros tableau, plein de choses détaillées. Tout ça, c'était 60. Et après, j'ai pris un petit trade comme ça, un petit lot et tout. Et lorsque j'ai demandé un paiement, ils m'ont dit hop, t'as dépassé le lot. Ah, sur la durée totale de la qualification, c'est ça? Non, sur le paiement. Sur la durée du compte validé, tu devais pas dépasser un certain nombre de lots. Pendant un certain temps donné, en fait, il ne faut pas dépasser 62 lots. Au total? Voilà. D'accord. Et j'ai pris un trade, et après ça, j'ai repris un autre petit trade comme ça. J'ai dit, je prends un petit Skype. Inattention. Et derrière, ils m'ont sauté. Tu avais dépassé le quota et c'est fini. Voilà, exactement. Et pas payé, et là, il n'y a rien pour soi. Ouais. Lorsqu'on voyage, je parle des comptes financiers, de contacter la société, de dire, bonjour, je pars en voyage. À cause de l'IP? Oui. Ok. Oui. Bonjour, je pars en voyage. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez mon billet d'avion et tout ça? Maintenant, je fais. Parce que j'ai eu des problèmes. Ils m'ont dit, ah, tu as utilisé une adresse IP qu'une autre personne a utilisée.
Alors que ce qui s'est passé, et j'ai eu un problème, c'est que effectivement, j'étais dans l'aéroport et je me suis connecté. Quelqu'un d'autre s'est connecté aussi. Non. C'est que si on se connecte sur un Wi-Fi gratuit, peut-être il y a 6 mois, il y a quelqu'un d'autre d'un trader de la même firme qui s'est connecté. Du coup, j'ai eu la même IP que cette personne. Et voilà. Il suffit de faire sauter un paiement. Oui. C'est des petites choses comme ça qui, voilà, du coup, maintenant, je dis je voyage. Et lorsque je voyage, si je vais chez des amis ou dans un hôtel et tout ça, je m'organise pour avoir mon téléphone pour faire mon partage de connexion. Ok, comme ça, on voit que, comme ça, tu te connectes sur l'IP du téléphone. Voilà. Et ça, c'est une façon que ça passe. C'est quoi, si je te demande de me donner 5 secrets ou 5 points qui font que tu réussis un compte propre firme jusqu'au paiement? C'est quoi les 5 points les plus importants pour toi? Alors, pour moi, le premier point, c'est de connaître toutes les règles de la propre firme en question. Dans ces 5 points, je vais repréciser, c'est d'abord voir le FAQ, regarder termes et conditions, regarder dans le Discord les gens qui ont eu des problèmes. C'est du travail, mais on le fait qu'une seule fois, généralement pour une propre firme. Le deuxième point, c'est de ne pas spécialement être gourmand sur le paiement. Donc, C'est-à-dire, moi, ce que je conseillais aux gens à l'époque, peut-être un peu moins parce que ça se fait de moins en moins, tu as réussi ton challenge. Et une bonne partie des propres firmes, toujours, te proposent le remboursement de ce que tu as payé. Ton paiement est dans 15 jours. Tu te débrouilles pour être juste en positif. Pendant les 15 jours, tu prends des petits trades 0,01 de l'eau si c'est possible. Tu demandes bien avant pour ne pas dire que tu es là. Et derrière, tu attends tes 15 jours, tu prends ton paiement. Tu es remboursé, tu prends le petit bénéfice que tu as fait. Ensuite, le reste des mois, tu traites normalement. Mais déjà, tu as sécurisé. Si tu lâches tes 1000 balles, tu rembourses tes 1000 balles. Tu es tranquille. Et des fois, il y a même des petits bonus et tout. Donc, voilà. C'est quoi un objectif raisonnable avec un compte de 200 000 Viser 20 000 euros de profit de retrait la première fois? Alors, c'est là aussi le problème. L'idée, c'est quand même de rester dans l'ombre des propres firmes. D'accord. Parce que si tu fais des gros paiements, tu as la lumière sur toi. Si tu as la lumière sur toi, ils vont détailler toutes tes petites transactions. Donc, peut-être tu as, comment ça s'appelle, pour elle qui parle, et qui fait et tu as tradé. Même si c'est 0,001, ils vont dire, t'as tradé, t'as tradé combien? Tu voulais 20 000. Bon, malheureusement, t'as pas respecté la règle. Donc, l'idée, je pense, si on peut faire tous les 15 jours 2%, maximum, on va dire 3-4%, c'est bien. Je pense ça dépend. Si on est sûr de son trading, de tout ce qu'on fait, peut-être y aller. Mais sinon, rester calme. Ça me fait penser, pendant les recherches du travail pour le podcast, j'ai vu une vidéo qui disait que pour avoir un bon money management, il fallait avoir plusieurs comptes de propre firme. Tu confirmes ça ou pas? Alors, c'est très bien ce que tu dis parce que moi, lorsque j'ai commencé dans les propres firmes, je disais aux gens, oui, j'ai validé un FTMO, mais en même temps, j'ai un MMF. Ils m'ont dit, non, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, faut avoir qu'une seule propre firme. Non. J'ai dit, ok, d'accord. C'est écrit où? C'est un tel qui m'a dit, mais c'est vrai. J'ai dit, ok, juste montre-moi où c'est écrit, tu vois. Et généralement, les gens me disent, attends. J'ai dit, t'as le contrat, toi? Ouais, non, mais c'est dans le contrat. Hein. J'ai dit, ok, c'est où dans le contrat? Parce que moi, je l'ai le contrat. Parce que moi, j'ai validé. Et les gars, ils sont là en mode, des fois, marketing et tout ça. Ouais, cette propre firme, je connais, si, ça. Mais ils n'ont pas le contrat. Ils n'ont pas lu le contrat et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux se diversifier. Donc, normalement, les propres firmes n'empêchent pas d'aller dans d'autres propres firmes. Et se diversifier au maximum. D'abord, si on commence à prendre peut-être les plus grandes propres firmes, si on est sûr de son trading et qu'on n'a pas peur d'aller atteindre des objectifs assez élevés. Et après, si on peut avoir, ça dépend de son budget, un 100K, si on commence par des 100K, un 100K là, un 100K là, un 100K là, c'est beaucoup mieux que d'être dans une seule propre firme. C'est quoi le plus gros retrait que tu as vu en propre firme? Alors, pas forcément toi, mais peut-être des amis traders ou dans les Discord, des gens avec qui tu t'es fait pote. Le plus gros retrait en propre firme que tu as vu, c'est combien? Alors, je pense que c'est au States, un asiatique. Donc, je suis dans plusieurs Discords américains, des trucs comme ça, parce que ça fait un peu longtemps que je suis là. Et je pense que c'était pas loin de 4 millions. 4 millions? En une fois ou sur une année? Non, une fois. Ouais. En une fois? Ouais, ça devait être avec Apex. Ouais.
4 millions? Ouais. Si je me Et il a trompe. été payé? Oui, il a été payé. Ouais. D'accord. Et des propres firmes qui payent 4 millions. Ouais, Apex ou des... En fait, c'est des propres firmes futures. Là, on parle en futur. Si on est... Non, mais c'est bien, c'est la transition toute trouvée pour la suite, parce que j'avais prévu de parler des brokers CFD et des brokers futurs. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est que le CFD, même dans le domaine de la propre firme, c'est comme en fait avec les brokers classiques. C'est des problèmes, on va pas te payer, tu es contre le marché, c'est ça? Tu es contre ton broker et pas contre le marché? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est sur le marché? Ouais. C'est la première question. Si on est sur le marché... comme tu dis, 80% ils perdent. Donc, autant miser compte. Ouais. C'est une logique. Hein, et c'est ce qu'on ferait si on avait... Moi, si j'avais, sachant que tout le monde va perdre leur compte, tu t'inscris et tu dis super, je fais l'inverse de tes trades. Voilà, donc c'est quelque chose de quasiment sûr. Non, CFD, je trouve que c'est bien pour débuter. D'accord. Même pour continuer, hein, je ne veux pas cracher là-dessus. Par contre, les règles se sont tellement intensifiées. Ça s'est intensifié comment, par exemple? Les news, d'abord les news. Ouais. J'ai dit, waouh, les news, ok. Ensuite, comment ça s'appelle? Consistency. Ça, j'ai vu ça. Oh là là. Ça, c'était pénible. Hein. Ça, c'est très, très pénible parce que là, IF, Instant Funding, j'avais un compte. Je suis monté à 6000 en une journée et en fait, je pense qu'il y avait une consistency de 50 ou 60. Bon, au final, j'ai cramé le compte. Donc, moi, j'étais content. J'ai dit, je suis à 6000, je pourrais faire mon paiement, c'est très bien, mais au final... Toi, tu utilises toujours les propres firmes comme un accélérateur de richesse. C'est comme ça que toi, tu les utilises. Alors, dans un premier temps, oui. C'est un accélérateur de richesse. C'est ce qui m'a permis d'évoluer, de générer des gains. Dans un deuxième temps, lorsque les propres firmes disparaissent ou quand ça change ou ils scamment, c'est une perte de richesse. Mais le plus important, c'est d'être rentable. Tu as parlé de scam, tu as parlé d'accélérateur de richesse, quand ça va ou quand ça va pas. Les propres firmes, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Pour moi, c'est une bénédiction. Juste, faut savoir les règles du jeu. D'accord. Les règles du jeu qui sont à chaque fois définies, tu avais parlé dans les conditions générales, mais ça peut aussi fortement évoluer, de façon négative parfois. Exactement, les règles peuvent changer. Donc, soit des fois, les pires propres firmes, ils vont mettre des règles rétroactives, ils vont revenir en arrière pour dire qu'au final, il y avait cette règle alors que c'était pas vrai. Ou ils vont dire à partir de cette date, il y a une nouvelle règle qui va sortir. Et là, il faudra s'adapter. Et il faut être à jour. Ça fait combien de temps que tu es sur les propres firmes? Pour rappel, un peu plus de 3 ans, je pense. Tu vas comprendre ma question. Alors, je veux pas de procès ou de je sais pas quoi. Ouais. Je sais pas si toi, tu veux les citer ou pas. Mais pour toi, vraiment, est-ce qu'il y a 3 propres firmes qu'il faut éviter et 3 propres firmes que tu recommanderais aujourd'hui en 2025? Alors, les propres firmes à éviter, je ne vais pas vraiment attaquer des propres firmes parce que je vis aussi grâce à eux. Mais toutes les propres firmes où il y a énormément de règles et qui ne sont pas spécialement connues, faudrait sûrement les éviter. Les propres firmes aussi qui font des faux paiements, c'est un peu facile à regarder, il suffit d'aller sur leur Discord, de voir les paiements des gens et voir qu'au final, il n'y a pas de logique entre les profils qui ont des paiements et ce que la propre firme dit. Donc ça arrive généralement. Et je pense que c'est plutôt ces 3 règles que je peux donner pour les propres firmes. Après, les bonnes propres firmes, ce sont généralement ceux qui sont connus. Donc, MFF était connu. MFF était très connu et peut-être ils vont revenir, on ne sait pas, mais ils ont plus de procès, ils ont été, on va dire, blanchis. Après, tout c'est un risque. Le trading c'est un risque, les propres firmes c'est un risque, mais les plus connus et ceux qui payent, on a plus de chances d'être payés quand ils sont connus et voilà. Ok, et il y a plus de bonnes propres firmes du côté des CFD ou des côtés des propres firmes futures? Alors, pour les... Déjà, on peut définir ce que c'est qu'une propre firme CFD future. Je pense que quand même que tout le monde est OK dessus, mais rapidement, en quelques minutes. D'accord. Alors, j'ai pas la définition exacte. Alors, j'ai commencé avec les propres firmes CFD, donc qui sont sur les marchés qu'on peut utiliser chez nos brokers et tout le reste. Donc, c'est normalement une copie du marché réel. Et ensuite, les marchés futurs, c'est davantage sur des vrais marchés. Donc, même si c'est en sim, donc un peu en démo, mais on est quand même sur des prix qui sont raisonnables. Il y a moins de spread, il y a peut-être on va dire des commissions. Tu conseilles à quelqu'un aujourd'hui de trader le futur ou pas? Futur, oui, faut s'adapter. Mais je
je pense que le futur, c'est plus l'avenir que le CFD. D'accord. Ouais. Parce que notamment, on est sur des marchés centralisés et on est moins à se battre contre le broker. Le broker, d'ailleurs, c'est vraiment aussi mauvais que ça ou pas quand on est en CFD? Alors, il y a des prop firms, je pense qu'ils peuvent manipuler un peu le prix. Manipuler, c'est-à-dire que si son essai n'est pas trop loin, peut-être il va gratter un petit peu pour toucher son essai. Ça arrive. Du moins, moi, ça m'est arrivé. Je regarde, j'explique. Ils me disent, le spread. Alors que j'étais, on va dire, à 5 pips ou 10 pips de où le prix arrivait. Mais le futur, par contre, c'est le vrai marché. Donc, je serais pour dire, vaut mieux se rapprocher des choses qui sont vraies, sachant que si on vise dans le long terme, le CFD a tout pour se faire bannir dans les années à venir. Comme il y en a eu avec les options binaires, il y a quelques années, c'était des produits qui étaient à la mode, qui aujourd'hui sont complètement bannis et qu'on n'utilise plus. C'est la suite que tu vois pour le CFD? C'est une possibilité, parce que plein de personnes perdent sur le CFD. Peut-être aussi sur les futurs, mais davantage, je pense, sur les CFD. Et sachant que c'est une copie du marché, qu'il y en a qui se remplissent les poches avec. Donc, voilà. En tout cas, la plupart des prop firmes CFD connues vont vers le futur. Ouais. C'est pas vraiment les prop firmes futures qui vont vers le CFD. Donc, c'est peut-être une indication supplémentaire. T'as des bons noms à recommander, du coup, en CFD? Attention, ça n'engage que toi, parce que c'est pas qu'après tu passes et puis... Alors, moi, je peux dire les prop firmes qui me payent ou qui m'ont payé. Donc, il y a FTMO. Bon, je suis très, très limité avec eux, mais j'ai pas le droit de les critiquer. Pourquoi t'as pas le droit de les critiquer? On a eu des discussions internes et tout ça. T'as du compliance. Voilà, donc voilà. En tout cas, voilà. Je suis toujours avec eux. On a Instant Funding, je recommande plus trop parce qu'ils commencent à mettre pas mal de règles. Funding Next, ils m'ont limité, mais j'ai toujours des paiements avec eux et ils payent dans les 24 heures. S'ils payent pas, ils donnent 1 000 € en plus. Donc eux, ils sont cool. Les petites prop firmes, c'est des prop firmes où il y a des comptes maxi à 100K. Il y a 5% Years, peut-être je prononce mal. Ensuite, Funded Pips. On a quoi d'autre? Là, on est qu'en CFD. Je passe en futur. Futur, du coup? Alors, futur, TopStep, j'ai jamais validé pour l'instant. Après, on a Tech Profit. Tech Profit, très, très bien. Ils payent chaque jour. Tradifi, avec Tradifi, j'ai un compte live, donc c'est un vrai compte sur lequel je trade et je peux faire des paiements tous les jours et sur mon défi on peut le voir. MyFunded Future, eux aussi ils sont bien. Pourquoi sur TopStep t'as jamais validé un compte? Parce que je m'étais jamais vraiment intéressé à TopStep. D'accord. C'est là chaque propre firme fonctionne de façon assez différente. Chaque prop firme a ses règles. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On est sur un marché où il faut gagner. Il faut gagner. Et du coup, comment trouver la bonne prop firme pour soi alors dans ce cas-là? Toi qui en as fait plusieurs, là, je pense que aujourd'hui tu es passé à plus de 20 voire 30 prop firmes. Beaucoup plus. Beaucoup plus, ok. Donc comment on trouve la bonne prop firme pour soi? Si on est rentable et on a une bonne stratégie, peu importe la prop firme que j'ai donné ou qui respecte la plupart des règles que j'ai données avant, pas besoin de la meilleure propre firme. Il suffit d'être rentable et de respecter les règles. On est dans un domaine où d'abord un trader doit avoir ses propres règles. Donc comme il trade dans son coin, des règles de trading, et des fois est-ce qu'on peut avoir ses propres règles de trading ou une stratégie qui ne fonctionne pas avec une propre firme, et puis du coup on peut pas le trader. Par exemple, je dis une connerie, tu fais du trading de news. Okay, tu te mets sur du NFP ou des choses comme ça. Tu te mets sur du NFP ou tu te mets sur Jérôme Powell ou tu te mets sur de la Fed ou sur un discours de Trump. Donc, tu fais un peu du trading de news. C'est pas recommandé, mais tu connais. C'est des choses par lesquelles on est tous passés avant de devenir rentable. Ouais. Et je sais qu'il y a des personnes, des fois, qui vont vouloir tenter des coups comme ça. Est-ce que ça peut arriver des fois d'avoir une stratégie ou d'avoir une vision du marché ou un gestion management qui ne fonctionne pas avec certaines propres firmes et ça rajoute du coup des règles dans les règles? Alors, la plupart des prop firmes ne laissent pas trader les gens pendant les news.
Je pense peut-être il y a CFT, Crypto Fund Trader, qui permet, ou quelques autres, mais par contre, si vous tradez les news en funded, hein, pas en évaluation, eh bien, ça va être peut-être compliqué pour vous. Ça peut pas marcher? Moi, je vois, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a très peu de prop firms qui laissent les traders trader pendant les news. Voilà. Ok. Du coup, je repose encore ma question. Est-ce que c'est possible d'avoir un trading avec ses propres règles qui ne fonctionnent pas avec les règles d'une propre firme? Je vais plutôt le dire comme ça. Et dans ce cas-là, comment on fait? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de lire de trouver les prop firms qui nous intéressent, de lire les règles et de voir si ça va avec notre stratégie ou pas. Après, si les gens ils ont des stratégies sur des news ou autre chose extrêmement compliquées ou des trades sur quelques secondes et tout ça, je vais pas mentir, en prop firm, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des prop firms qui acceptent toutes ces règles. D'accord. Et les prop firms, tu penses qu'elles vont exister encore pendant longtemps? Tant qu'il y a de l'argent à se faire, à part des lois ou d'autres choses, je pense que ça va continuer. Il y a des clients. Les gens qui regardent ce podcast vont sûrement acheter des prop firms ou vont découvrir les prop firms. Ouais. Et surtout, s'ils achètent des prop firms sans rien savoir et en espérant faire des gains, c'est aussi une partie des revenus des prop firms. Donc, Ok, il y a beaucoup de gens qui rêvent des prop firms. Aujourd'hui, tu accompagnes les gens, on n'en a pas encore parlé dans le podcast. Tu accompagnes les gens, tu leur permets en tout cas de s'améliorer et surtout de devenir bon dans la partie prop firm. Des gens que tu accompagnes, qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qui fonctionne pas parmi les gens que tu accompagnes? Qu'est-ce que tu vois comme schéma qui se répète beaucoup? Alors, la première des choses, c'est dans l'accompagnement que je propose avec GR, du coup, je suis pas tout seul, c'est que les gens, ils n'ont pas la régularité. C'est juste ce premier point. Derrière, ils peuvent apprendre et tout ça. Mais ceux qui ont la régularité et qui respectent les règles et qui ne traitent pas les mauvais gens, pour eux, c'est plutôt facile et ils réussissent à passer des challenges et à avoir des paiements. Et on peut viser quoi comme type de rentabilité ou comme type de gain avec les propres firmes? Si tu ne comprends pas ma question, c'est parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà dit, par exemple, j'ai fait un coaching il n'y a pas longtemps, je coachais une personne, je leur ai dit, prenez un compte 10 000, d'accord, que vous avez acheté une centaine de balles, visez un petit rendement, sortez à 700 balles, vous faites financer 700 balles et après, on augmente de la taille de compte. Qu'est-ce qu'on peut viser comme type de gain? Tu réponds à cette question-là et tu vas comprendre encore la question qui vient derrière. D'accord. Alors, quand on commence, j'aime bien le parcours que j'ai fait parce que moi, j'ai commencé avec des comptes 10 000. Et avec ces comptes 10 000, j'ai... T'es le premier gars que je connais qui dit qu'il a commencé avec des comptes 10 000. Ah oui, tu fais de l'accompagnement aujourd'hui. Ouais. J'ai accompagné des gens. J'ai fait passer plusieurs gens sur ma chaîne YouTube. Ouais. La plupart commencent avec des comptes 100 000 ou des comptes 200 000. Ouais. En fait, moi, j'ai commencé avec des comptes 10 000 pour avoir confiance dans la propre firme parce que c'est 100 €, mais à l'époque, 100 €, même maintenant, 100 €, c'est quand même beaucoup. Et du coup, quand j'ai validé et que j'ai fait mes paiements, là, j'ai réinvesti. Il faut savoir que je réinvestis entre 30 et 50% de mes paiements dans des propres firmes. D'accord. Ça dépend de la période. Ok. Et du coup, on peut devenir millionnaire avec les propres firmes ou pas? C'était ça la vraie question. Oui, on peut le devenir. On peut devenir millionnaire avec les propres firmes. En tout cas, j'ai vu des gens, surtout des Américains, il y a quelques Français qui ont fait plus de 1 million d'euros de paiement au total. Oui. T'as échangé avec eux? Ouais. Qu'est-ce qui fait que pour eux, ça a fonctionné d'atteindre ce million? Alors, c'est le côté où ils investissent dans les propres firmes. Ah! Par exemple. Aujourd'hui, pour devenir millionnaire avec les propres firmes, il faut investir dans les propres firmes. C'est la stratégie que tu fais. Il faut remettre des gains dans la propre firme pour pouvoir faire des plus gros payouts. Alors, ça, c'est le premier point où tu sais que tu as des paiements et tu réinvestis là-dedans. Moi, c'est entre 30 et 50%, je réinvestis dans les propres firmes pour avoir un maximum de comptes financés. OK. D'accord? Et le point important, c'est de se dire que il y a des propres firmes qui ont des avantages. Et du coup, par exemple, en futur, il y a des propres firmes où il y en a, par exemple, une qui vient de se créer, où on a 40% de consistency sur... Alors, on a 40% de consistency sur le compte financier. Mm-hmm. Et du coup, ça fait que très rapidement, on peut avoir de gros gains avec et on peut acheter jusqu'à 20 comptes. Okay. C'est-à-dire qu'en l'espace de 1 mois,
si on se finance au maximum, on pose peut-être 10 000 ou 20 000 sur la table et qu'on réussit tout, on va sortir avec du 200 ou 300 000. OK. Là, on peut scaler. Mais scaler. Comment on gère 10 comptes? Comment tu gères? Tu te lèves le matin, tu fais ton setup, tu cliques, OK, compte numéro 1, je suis là sur euro-dollar, clac, j'ai fait mon gain, tu sors à combien de pourcents, t'arrêtes à combien de pourcents? Après, tu passes au compte numéro 2 quand, au compte numéro 3 quand, et ainsi de suite. Alors, dans la partie future, généralement, quand on achète plusieurs comptes, eh ben, on peut les copier entre eux directement. Du coup, quand on prend un trade, il faut me prendre des trades sûrs, bien sûr. Eh ben, ça copie les 10 comptes ou les 20 comptes. Et du coup, si on gagne sur les 10 comptes et 20 comptes, eh ben, on a réussi. On a ensuite notre trade. Et il n'y a pas de problème, comme on a pu voir chez certaines propres firmes. Oui, mais les trades sont passés en même temps. Ça, dans les propres firmes futures, ça n'existe pas. Alors, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais je peux dire que si dans la même propre firme qu'on prend les mêmes trades, normalement, ça passe. Et est-ce que c'est une bonne idée de faire dans l'exemple, comme j'ai dit, tu trades un compte, puis après tu sors, tu fais un deuxième compte, et après tu sors, tu passes sur le troisième compte, après tu sors. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou toi, de base, tu es parti tout de suite sur de la réplication de trade sur plusieurs comptes? Alors, moi, je trade compte par compte, du moins, propre firme par propre firme. Ok. Du coup, si j'ai... tu traites tous les comptes d'une propre firme en même temps? Voilà. Ok. Normalement, mais tu leur dis à cette propre firme-là, mes comptes sont reliés et vous allez voir les mêmes trades? Ouais, mais ça, c'est pas un problème. Normalement, chez la plupart des propres firmes, prendre le même trade sur les mêmes comptes, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Mais il faut que après, si on a un copieur qui n'est pas, qui copie des trades d'une propre firme à une autre, peut-être là, ça peut faire problème. Mais comme d'habitude, toujours regarder les règles et voir ce qui est autorisé ou pas. D'accord. Je reviens un peu sur ce que j'ai parlé tout à l'heure sur l'accompagnement. Oui. Ce qui fait que ça fonctionne pas. Ou c'est quoi le top 3 des choses que tu vois chez les gens que tu as accompagnés qui fait que ça n'a pas fonctionné pour eux? Alors, pour moi, la première, c'est qu'ils n'écoutent pas le formateur. Donc, si on est là pour accompagner, c'est très important de nous écouter, surtout qu'on a du passif et qu'on a déjà fait les erreurs. Et on voit généralement à quel niveau les étudiants sont. Le deuxième point, c'est d'arriver à un moment donné et se dire, sans l'autorisation du formateur, que c'est bon. C'est bon, il a réussi 10 trades, 5 trades qu'il a validé, il commence à avoir son paiement. Il va se dire, ah, c'est bon. Et là, il va commencer à avoir une perte de perte et il va s'engouffrer tout seul dans une zone où c'est compliqué de s'en sortir et de réavoir confiance en son trading. Mm-hmm. Et je pense le dernier point, c'est plutôt la partie où on mise trop gros. Okay. Faut miser raisonnablement. Quand tu parles de mise, c'est l'argent dans la taille du propre firme ou le money management dans les trades? Alors, un peu des deux. Parce que, comme je dis, moi, je valide une propre firme sur 3, une propre firme sur 4, j'ai un paiement. Les gens, ils veulent prendre, comme tu as dit, des 100K, des 200K pour débuter. Non. Prenez un 50K ou un 10K. Si vous hâtez, au pire, vous avez une deuxième chose, mais vous avez le budget pour. L'idée, c'est toujours d'avoir du budget pour réinvestir, pour ensuite avoir ses paiements. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a raté son 3e compte FTMO? Tu sais, quand tu te connectes sur FTMO, tu as notre passé, et qui vient de se lancer. Je ne te parle pas des expérimentés comme nous, qui sont habitués avec la défaite, qui sont habitués avec se tromper. Mais voilà, tu as 3 comptes, 4 comptes qui ne sont pas passés. Tu lui dirais quoi à cette personne? Alors, je dirais d'abord de regarder pourquoi il n'a pas passé ses comptes. Voir si parce que c'est un moment il était déconcentré, voir si c'est parce que la stratégie a donné que des mauvais trades, si c'était pendant une mauvaise période. Donc par rapport à ça, si par exemple il était déjà arrivé à 6-7% de la phase 1, il était quasiment à 8%, peut-être je peux lui dire FTMO c'est bien, mais aller chercher 10% c'est peut-être compliqué pour une propre firme qui demande 8% de profit pour la phase 1 et 5% pour la phase 2. Ça peut être une solution, sinon retravailler sa stratégie ou prendre du recul, en fait. Surtout prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire quoi? C'est une phrase qu'on voit dans beaucoup de livres. Mais comment tu définirais prendre du recul? C'est pas moi qui fais le podcast, moi j'ai la réponse, mais toi, comment tu réponds à ça, prendre du recul? Prendre du recul, c'est-à-dire qu'on a peut-être fait une bêtise ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, se poser, remettre tout à plat, donc lister toutes les bêtises qu'on a fait et dire, OK, pourquoi j'ai fait cette bêtise? Quel était mon environnement? À qu'est-ce que je pensais lorsque j'ai fait cette bêtise? Et là, savoir qu'il y a un schéma qui s'est produit lorsqu'on a fait notre connerie.
Et de se dire, de l'écrire quelque part, que lorsque je suis dans ce schéma, sûrement je vais reproduire ces bêtises. Donc d'éviter de faire les mêmes erreurs. Par rapport au schéma. Oui, mais certains n'arrivent pas à ne pas reproduire les mêmes erreurs. On me disait en école d'ingé, faire une erreur une fois, ça va, 2 fois, c'est une bêtise. Tu dirais quoi à quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant? Moi, encore une fois, j'ai en tête là une personne que j'accompagne où le gars m'a pris jusqu'à 72 trades dans la même journée. 72 trades dans la même journée et il n'a pas tradé de 8h du matin à minuit. 72 trades, c'était de midi à 17h, tu vois. Et c'était une journée où il était en PNL positif, où il était monté à plus 8000 ou plus 9000, et il a fini à moins 17. D'accord. Alors, moi, dans ma situation, quand je trade, je sais que je peux me concentrer environ 1 heure, voire 2 heures. Faut se connaître pour bien trader? Je pense que c'est un travail à faire sur soi-même. Faut voir un psy si on se connaît pas? Alors moi, je vois pas de psy. Peut-être ça peut m'aider dans l'avenir, mais j'apprends à me connaître en tradant. Mais je sais que ma limite de concentration, c'est 1 heure, 2 heures. Et après les 2 heures, je peux devenir à faire plein de trades, plein de conneries. Mais je commence à me connaître, à savoir, un petit essai, 2 petits essais. Ok, on calme, on va marcher, on sort, on fait autre chose. Comment tu gères ces périodes de frustration, toi? Alors, comment je gère? Alors, la dernière fois, c'est drôle parce que j'ai mis dans mes vidéos, j'avais perdu 11 000. Ça, on a parlé au début du podcast, ouais. Et 11 000. Ouais, j'ai perdu 11 000 avec Take Profit Trader. Et je suis allé courir après. Voilà. En fait, c'est pas en me blessant, mais en disant, bon, je suis dans le moment, je vois la connerie, mais je le fais quand même. Ouais, ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Et c'est lié à des problèmes externes. En fait, j'avais d'autres problèmes ailleurs et tout ça, qui font que lorsque je suis venu devant le graphique, peut-être j'ai fait des gains, j'ai commencé à perdre. J'étais là, j'ai envie de perdre. Pas j'ai envie de perdre, mais je dois faire quelque chose pour régler mon problème externe qui n'a rien à voir avec mon trading. Donc, ça arrive, ça arrive mais moi, je le dis, hein, moi. Non, mais c'est bien de le dire. Le plus important, moi, je vais être franc, moi, ça m'arrive quasiment tous les 2 mois, on va dire. Tous les 2 mois, t'as un moment où ça va pas. Ouais, il y a un moment où ça va pas, je sais que je dois pas trader, je trade quand même. Bon, ouais. Après, je perds de l'argent qui sont sur mes propres firmes. C'est pour ça que j'ai toujours cette petite appréhension d'avoir mon compte propre. Ouais. Parce que je me dis, on sait jamais dans la vie si j'ai des vrais problèmes et tout ça, et que j'arrive à ouvrir mon compte propre, est-ce que je vais pas vraiment le cramer ou du coup, on doit trader avec ces problèmes, on doit vivre avec, en tant que trader, on doit vivre avec l'échec. Faut accepter l'échec et savoir s'encadrer. C'est surtout, comme je dis, la discipline. Ça n'a pas de discipline, ça peut pas marcher dans ce domaine-là. J'ai un petit jeu pour toi, on va jouer à un vrai ou faux. D'accord, c'est le mythe du trader. Je vais te poser plein de petites questions. Je vais parler de ce qu'on voit dans le développement personnel, de ce qu'on voit sur YouTube, de ce qu'on voit, de ce que toi, tu as vu dans ta partie de trading. Et on va parler aussi un peu d'argent. Dans les films, les traders gagnent des millions en une journée et fêtent ça avec du champagne sur un yacht ou avec du caviar ou avec des substances. C'est vrai ça ou c'est faux? Je pense que c'est vrai. Comme je t'ai dit, je ne suis pas trader, je suis consultant propre firme. D'accord. Mais je sais même sur les propres firmes, parmi les consultants propre firme, oui. Lorsque ça part bien, oui. Et lorsque ça part bien, dans le bon sens, avec des bons lots, des positions peuvent atteindre 5 chiffres. Ouais, t'as déjà vu des personnes dépenser vraiment des gros sous, ou toi, t'as déjà dépensé des gros sous avec l'argent et les gains? Dépenser des gros sous? Oui, dépenser à la suite des gains en trading, dépenser beaucoup d'argent. Des gens? Ouais. Oui, je pense, ouais. Et toi-même? Pas énormément. Moi, je suis très minimaliste. Là, je roule en Kangoo, voilà, donc il n'y a pas de... Ok, voilà. Tu roules en Kangoo, il n'y a pas de problème. Mais tu peux faire des très grosses années, tu as de l'immobilier. Alors, cette année, 2024 était un peu compliqué avec toutes les propres firmes qui ont fermé, mais les années d'avant, c'était beaucoup mieux. Voilà. Beaucoup mieux, ça veut dire combien? Tu peux donner une fourchette? On était à 6 chiffres de chiffre d'affaires. D'accord, ok. Donc, 6 chiffres de chiffre d'affaires, ça fait au minimum 100 000, ça fait au minimum 8 000 par mois, les chiffres d'affaires. Ton plus gros gain?
Alors, mensuellement, en propre firme, on est aux alentours des 40-50 000 de paiement total. De paiement total en un mois. Ouais. Mais comme tu disais, ça ne va pas dans ta poche, c'est dans la parce qu'il y a une partie qui est refinancée. Et puis tout ça. Parce que j'avais le film en tête. Combien tu te fais la question vient de combien tu te fais une journée Ouais, c'est le lot de Wall Street. Ouais, c'est ça. C'est surtout quand j'avais vu ça, j'ai dit, en fait, je suis capable de le faire. Et j'ai pas fait les 72 000, j'étais proche des 50 000 ou 40 000. Mais après, faut pas oublier. Qu'est-ce qui t'a manqué pour pas aller faire les 72 000 et que tu t'es arrêté à 40 000? Je sais pas, peut-être la fainéantise, je pense à cette époque. Du moins, pas la fainéantise. En fait, moi, faut comprendre que je cherche les solutions pour ne pas trop travailler, mais gagner de l'argent quand même. Donc, c'était déjà une grosse somme. Donc, je pense que je me suis calmé à un moment donné, sachant que mentalement aussi, faut savoir accepter cet argent. Et voilà. Dans les films, les traders ont toujours des informations secrètes et gagnent de l'argent grâce à ça et à l'intérieur et à leur connexion. C'est vrai ou c'est faux? Alors, les traders ou les consultants propres firmes. Voilà, merci de le préciser. Alors, moi, j'aurais dit que quand même, il y a des fois des informations qu'il faut lire entre les lignes et savoir analyser. Après, j'ai l'exemple de Trump lorsqu'il a dit oui, ça va être un bon jour pour les marchés et tout. Moi, j'avais vu le tweet un petit peu en retard et derrière, il avait mis une suspension sur les taxes. Les droits de douane. Les droits de douane et tout ça. Ça, c'était une très bonne opportunité, mais j'ai pas pris cette opportunité. Donc, voilà. Ok, très bien. Dans les films, on voit souvent le trader ou le consultant pro firme qui crie sur ses 4 écrans et qui boit 6 cafés par jour. C'est réaliste? D'où le fait que, je pense que c'est réaliste, d'où le fait de ne jamais rester non-stop 2 heures d'affilée derrière son écran. Prendre une pause, prendre du recul, aller respirer parce que ça demande beaucoup d'attention. C'est stressant. Tu prends du café, tu prends des substances pour trader? Non, rien. De l'eau, tu tournes à l'eau? Ouais, on va dire, je fais une petite tisane, ouais, voilà. Okay. Tisane, des petits trucs comme ça, mais j'essaie de rester un maximum naturel en essayant d'avoir un petit équilibre, sport, méditation. Du moins, j'ai une préparation avant mon trading. Ok. Voilà. On lit souvent dans des formations YouTube ou sur TikTok qu'un bon trader ou un bon investisseur, c'est celui qui a raison 80% du temps. Non, je pense pas. Je pense pas. Ça dépend de ce qu'il va chercher. S'il va chercher un bon ratio, c'est pas nécessaire. Même s'il va chercher du 1 pour 1, il suffit de dépasser les 50% pour être rentable, quoi. Du moins, pour faire de l'argent. On va dire 55%, donc non, 80%, non. Et toi, et ta moyenne, à toi, sur les trades, c'est combien? Alors, win rate, comme on dirait. Alors, j'ai minimum 3 stratégies ou 4 stratégies. Donc, un trader doit avoir plusieurs stratégies? Pas nécessairement. Non, parce qu'il y en a qui veulent qu'une seule stratégie ou 25 stratégies, mais tu en as parlé de 3 ou 4, toi. Ouais. Alors, moi, j'ai ma stratégie de base, que tout le monde peut utiliser. Hein. C'est parce que j'ai débuté en propre firme, c'était de prendre un ratio de 1 et d'être dans la tendance et d'aller chercher le maximum de risques que je peux prendre sur un trade. Donc, pour valider mes propres firmes. Donc, c'est-à-dire que si la propre firme t'autorise à prendre 4%, j'explique pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que tu mettais 4% sur un seul trade, en achat, si la tendance est haussière, pas de respect. Le money management, en fait, c'est la perte du compte, quoi. Donc, c'est les 4%. Alors, normalement, c'est 5% daily. Le drawdown daily, juste exemple. Normalement, on a le droit de perdre 5%. Ouais. Moi, je vais aller sur un indice qui généralement monte, à part s'il y a des problèmes ou s'il y a des bizarres, ou l'or et tout ça. En intraday? En intraday, c'est pas un scalp et tout ça. Donc, je regarde la moyenne de la journée haut et bas et tout ça, comment le marché peut bouger. J'attends peut-être des petites zones intéressantes où le prix va rebondir et je prends mon achat en RR1 ou des fois plus. Donc, tu vas risquer 4%, non, 5% pour aller sur 5%. Non, 4%, parce que si on risque 5%, si on risque 5%, c'est sur le compte. Même si on risque 4,5%, les profils vont dire, ils vont faire sauter à 5%. Donc, c'est pour ça que j'avais parlé, c'est pour ça que je suis parti sur les 4%. Donc, risquer les 4% et sortir à plus 4.
Voilà. Ouais. D'accord. Et là, on a fait plus 4. Et si on a fait plus 4, on continue. On fait la même chose. Voilà. Donc, maintenant qu'on est à plus 4, tu attends le lendemain, du coup, pour pas perdre ton daily drawdown qui remonte. Et le lendemain, tu arrives à 4 et tu vas chercher, donc, du coup, 0, moins 4. Donc, soit j'ai dit 0 ou 8. Voilà. Fin du game. 2 trades terminés. Voilà. Et après, le reste, je prends des 0,01. Ouais, le temps d'arriver. Phase 2, tu fais pareil. Phase 2, peut-être un peu moins, 3%. Ou voilà. Après, ça dépend du trade que j'ai devant moi. Mais c'est la même logique. Je veux dire, tu es là pour qualifier. On qualifie, bam, bam, bam. Voilà, toi, tu n'es pas dans une gestion de je prends mon petit 1%, je prends mon petit compte 10 balles. Non. Toi, tu es là, tu vas franco. Bah, avec certaines prop firmes qui m'ont mis des limitations, je suis obligé de respecter les 1%. D'accord. Je ne peux pas donner les noms. Ils t'ont mis des limitations. Tu as tellement tapé dessus quand tu as mis des limitations. Ah bah oui. Mais c'est ta gestion. Et après, une fois que le compte est qualifié, tu reprends un trading normal. Là. Tu trades plus. En fonded maximum, je risque 2%. Maximum. Parce que 2, c'est beaucoup. Hein. Ça peut faire mal quand on se trompe. Non? Bah après, j'ai le doigt à l'erreur combien? 10 fois? 10 fois. Non, 5 fois. 5 fois, pardon. 5 fois, donc... Mais t'es très à l'aise avec l'erreur, c'est bien. Non, mais comme je dis, il faut pas oublier que moi, je réinvestis 30 à 50% dans les propres firmes. Ouais. C'est pas... après, j'ai gardé des comptes longtemps, peut-être 6 mois et tout ça en fonded. D'ailleurs, c'est quoi la durée d'un compte moyen chez toi? On va dire 2 mois, 3 mois. Et chez les autres, pareil, chez les gens que tu côtoies dans l'univers des propres firmes? C'est des fois plus rapide. Dis-moi, les très bons... Ah, les gars, ils sont bons. Tu ne te considères pas un très bon, toi? Je me considère normal plus. Okay. Parmi, parce que je vais pas dire je connais les gens hyper forts, mais je vois. Et je vois des personnes très bons. Et du coup, à chaque fois, je regarde plus haut que moi. Donc, moi, je me trouve quelqu'un de très basique dans les propres firmes, niveau mondial. Ok. Dans les films et dans les séries, les traders et les investisseurs prennent des décisions à la seconde comme des génies. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Alors, en futur, vu que j'analyse plus d'informations, je regarde le bookmap et les choses comme ça, c'est vrai que à la seconde ou en 5 secondes, des fois, je vais pas dire je suis sûr, mais à 90%, je vois des trucs. En plus, c'est sur YouTube, je n'ai même pas payé. Je vois le bookmap sur YouTube et je vois des contrats arriver, des choses se passer où je sais que soit ça va monter, soit ça va descendre. Donc, très rapidement, je clique pour aller chercher mes gains sur... mais ça, je parle trading futur. Yes. T'as parlé de bookmap. Tu penses quoi de toutes ces choses que l'on voit, le bookmap, le VMap, l'order book, comment on appelle ça, le order book, le carnet d'ordre, ou pareil, toutes ces stratégies que l'on voit, ICT, du Ishimoku, la smart money. T'en penses quoi de tout ça? C'est vraiment des edges qui fonctionnent? Alors, moi, je dirais, en partant de la smart money, voilà, après, il y a eu différentes choses, ICT et tout ça. Si on a déjà une bonne base pour savoir les tendances, analyser le marché, savoir où le marché va éventuellement rebondir et tout ça, donc la base CFD, on va dire. Derrière, lorsqu'on a le bookmap ou les contrats et tout ça, ça peut être une vraie confirmation de ce qu'on va faire par la suite. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on a sa stratégie de base où on sait que, c'est arrivé là, order block, nanana, gap et tout ça, on entre. Mais pour entrer peut-être un petit peu plus millimétré ou pour être sûr que peut-être il n'y a pas d'autre chose, on peut vraiment analyser le nombre de contrats qui arrivent à un moment donné pour avoir une vraie confirmation. Du coup, pour être plus précis, sur un trade intraday que je vais prendre, où on arrive sur un certain niveau, ben moi, je peux aller sur mes comptes futurs et là, commencer à voir que ça, c'est la zone où ça va rebondir, où ça va repartir. Et attendre le nombre de contrats arrivés sur cette zone, certains schémas vont se reproduire et là, je commence à un peu scalper en futur. Ok. Tu trades les probabilités, au fait. Voilà. Des événements qui se répètent que tu as déjà vu gagner. Non, en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs stratégies. Aujourd'hui, la grosse stratégie, c'est le 1-1. La deuxième, ça va être Smart Money. C'était différentes stratégies qui font que on va rentrer pour faire des gains, c'est rentable. Et ensuite, par rapport à celle-là, on va avoir le futur, où là, c'est plus pointilleux, où là, je vais rentrer en scalping, je vais mettre des gros lots, et voilà. Okay. Donc, en fait, c'est une décomposition d'analyse, si tu veux, mais à la fin, c'est le même résultat.
c'est d'être rentable et de suivre plus ou moins la tendance ou le mouvement. Sur les réseaux sociaux, on n'arrête pas de voir qu'on peut apprendre à trader en 3 jours en faisant du copy trading ou une méthode magique. Des fois, on va même voir certaines formations qui vont prôner le 90 jours. C'est vrai ou c'est faux, ça? Alors, sur les réseaux, j'ai commencé par là. Hein, je pense que je l'ai dit au début. Et c'est l'endroit où on peut vraiment s'attirer, être attiré par le trading parce qu'on voit des... Comme une initiation. Voilà, comme une initiation. Après, rapidement, je pense, on voit, on va dire l'arnaque, mais au moins c'est un début, si possible à éviter. Ok. C'est quoi la vérité sur ta routine de consultant en propre firme? Alors, ma routine, bon, je n'ai pas de réveil, c'est pour ça que je fais ça, surtout. Après, je me réveille tôt, entre 7h et 9h. Est-ce que tu passes ton temps Bon, t'as dit que t'étais quelqu'un de simple, donc on va pas te retrouver à Dubaï. Mais je veux dire, est-ce que, comparé à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ta réalité à toi, aujourd'hui, en tant que consultant propre firme, elle n'est pas si éloignée que ça? Attends, je vais donner ma routine d'abord. Oui. Alors, ma routine, je me réveille. Peut-être je fais un peu de sport, maison et tout ça. Petite méditation, lecture. Un peu tout ce qu'on voit dans les livres de développement personnel et tout. Et douche. Après ça, je me pose rapidement devant l'écran, petite analyse. Et s'il n'y a rien comme bon trade à prendre, j'attends directement l'après-midi. Je fais autre chose, je m'occupe, comptabilité, je lis, j'apprends, je me forme aussi, je continue de me former. Tu continues de te former. Oui. Ça, c'est important. Oui. Ok, pas rester sur ses acquis. Il y a toujours des choses à apprendre, sinon j'aurais toujours une seule stratégie. Okay. Et je ne serais pas allé dans les futurs non plus. Ouais. Et quel est le point commun entre toi et les traders de Dubaï? Alors, quel est le point commun? Du coup, je ne suis jamais allé à Dubaï. Ouais, mais je veux dire, de ce qu'on en voit sur les réseaux sociaux... Je pense que eux, ils ont davantage des choses à vendre, donc ils doivent montrer davantage des choses qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc voilà. Mais est-ce que tu penses quoi de cette phrase que l'on dit, un trader, s'il est bon, il passe pas son temps sur les réseaux sociaux? Un trader, s'il est bon, il passe pas son temps sur les réseaux sociaux. Alors, c'est problématique parce que si on est bon au trading, généralement tu passes 1 à 2 heures, je pense, par jour. Ou le reste, c'est pour accompagner tes élèves ou pour faire d'autres choses. Okay. Donc, faut occuper ton temps, en fait. Donc, si tu montes sur les réseaux sociaux plein de choses et tout ça, c'est peut-être bien. Tu veux peut-être motiver d'autres personnes ou tu veux peut-être faire les gens acheter des choses. Mais j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Je vois peut-être de qui tu parles. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont là. Moi, je me rappelle que, même moi, il m'arrive de recevoir ce genre de commentaires où, en mode, mais si tu étais aussi cool, comment trouver la bonne propre firme pour soi, alors, dans ce cas-là? J'avais cette idée au début. Je comprenais pas l'idée de vendre des formations. Mais après, généralement, tu as une demande parce que involontairement, tu vas montrer des petites choses et les gens vont te demander comment on fait et tout ça. Et au pire, la personne qui t'a demandé il y a 6 mois, 1 an, il va te dire « Ah, j'ai suivi cet influenceur et tout ça. Au final, il m'a douillé, j'ai perdu 500 balles, j'ai perdu 1000 balles. » Et au bout d'un moment, tu te dis « Ah, bon, faudrait faire quelque chose. » Et là, tu commences il y a un marché. Donc voilà. Par contre, l'autre chose aussi que j'ai remarqué, depuis que j'accompagne, du coup, je prends moins de temps à me concentrer sur mon trading. Du coup, mon trading est moins rentable. Alors, je sais. Alors, on arrive gentiment. Non. On arrive sur la fin du podcast. C'est ton podcast, mais je vais te donner une aparté. Avec mon ancien associé, que la plupart du temps que vous connaissez, vous l'avez vu sur la chaîne YouTube. On avait ce problème-là lorsque notre équipe marketing nous forçait à vendre et à faire des formations. On lui disait, on veut arrêter de vendre parce que, on n'a pas le temps de s'occuper des gens qui rentrent. Donc après, ça part en remboursement et ça part en plainte. On n'a pas le temps de, à chaque fois, vendre, à chaque fois, se focus. Il fallait qu'on répète 2 fois par semaine notre séminaire. Entre-temps, on ne traite pas. Oui. On n'est pas concentré. Et je lui disais que le trading, pour moi, c'est pas je viens derrière mon écran et tout de suite ça fonctionne. C'est une cascade de petits événements, d'une petite routine. Je viens le lundi, ok, il n'y a rien. Le mardi, ok, il y a peut-être un peu. Le mercredi. Et peut-être que sur cette semaine, tu sors rien, mais tu t'es remis dans ta routine, tu t'es remis dans ton esprit des marchés financiers pour que la semaine qui suit, tu as 1, 2, 3 trades où tu vas faire une semaine en positif, ou tu vas faire une semaine en négatif. Alors ça, là-dessus, je te rejoins à 100%.
quand on accompagne et là, je te parle d'expérience, c'est vrai que plus on va accompagner les personnes, moins on va être concentré sur son trading. Ça, je suis passé par là. Avec mon ancien associé, il est passé par là aussi. On n'arrivait plus à trader. Et pour pouvoir trader, on devait fermer l'académie, gérer ceux qui étaient là, gérer un peu leurs attentes, devenir un peu plus bon. Et après c'était un cycle. Ça veut dire parce qu'en même temps, tu peux plus montrer de résultats. T'es plus bon. Tu peux plus montrer de résultats. Donc, moins de résultats à montrer, moins de montrer. Donc, on se focus et après, les résultats reprennent. Et après, voilà. Mais moi, je te confirme, à 100%. Non, mais je comprends. À 100%. Vraiment, je vois la différence parce que lorsqu'on reste, parce que c'est un accompagnement généralement qu'on fait, lorsqu'on explique la personne de A à Z, on voit les problématiques de la personne dans sa vie et tout ça, on l'accompagne 1, 2, 3, 4, je sais pas combien de personnes et tout ça, on répond à leurs attentes. T'as pas trop envie de trader? Oui. Que t'as déjà. Ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, tu vis de quoi? T'as parlé d'immobilier au début, tu vis que du trading uniquement, tu fais aussi de l'accompagnement maintenant? Donc l'accompagnement, c'est très récent, je veux dire. Mais si on enlève l'accompagnement, alors, tu vivais de quoi avant? Du trading? On va dire du consultant propre firme. C'est honnête, hein. Et un peu d'immobilier, on va dire. Donc voilà. Mais comme je dis, je vis très simplement. D'accord. Je suis pas là pour... La question que je vais amener rapidement sur la fin du podcast, c'est est-ce qu'on peut vivre du trading à 100%? C'est là maintenant. Ah oui. Je te pose la question, est-ce qu'on peut vivre? J'ai envie de raconter un truc sur l'argent et tout ça. Que veux-tu nous dire? Alors, moi, en fait, je vois les choses, l'argent comme un jeu. Donc, très rapidement, on fait ses études. Peut-être ses parents veulent qu'on se met dans les études. Donc, ça, c'est l'étape 1, où peut-être tu as un job étudiant, tu commences à découvrir l'argent. L'étape 2, ça serait, tu commences à avoir ton premier travail. Que ce soit un bon travail ou un mauvais travail, généralement, tu vas être entre 1500 et 3000 euros au début. Donc, tu vas voir aussi que tu vas être imposé, tu vas être taxé et que tu auras moins d'aide. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et là, tu vas chercher peut-être comment faire davantage d'argent. Donc peut-être ça va être avec l'immobilier, l'e-commerce, mais le trading, un business où tu vas galérer, c'est sûr, mais tu as l'idée de gagner un peu plus. Donc là, on commence à passer dans la marge. Après 1 an ou 2 ans en te formant sérieusement, tu vas commencer à atteindre les 5 000 à 10 000 euros. Donc moi, j'ai pu voir cette étape. Et après, il y a l'autre étape où tu commences à vraiment générer de gros gains. Lorsque tu dépassais 10 000 euros, 50 000 euros, tu arrives près des 100 000 euros. Et en fait, chaque fois, c'est des codes. Toujours en apprentissage. Parce que les gens qui gagnent plus que toi, totalement, ils ont des connaissances que tu n'as pas. Et il faut les acquérir. C'est pour ça que moi, je continue de me former. C'est vrai que depuis 2024 et tous les problèmes que j'ai eus, je suis pas focus sur l'argent. J'essaie de me construire familialement. Et aussi, il faut rappeler que, je sais pas si c'est ton cas ou le cas des autres traders, pour devenir trader à notre époque, j'ai eu 2 ans d'isolement. Oui. Donc voilà, j'étais isolé. Donc on en avait déjà parlé. J'ai mis tous mes amis de côté, un peu la famille de côté, parce que j'étais enfermé et j'étais droit devant. C'était soit ça, soit j'allais vivre dans la nature. Je me disais pas que j'allais retourner travailler. D'accord. Ok. Non mais c'est bien. Toi aujourd'hui, t'as des sociétés, t'as ta société, t'es consultant propre firme. T'as jamais pensé à obtenir ta propre société de propre firme? J'y ai pensé, mais moralement, je sais pas si c'est une bonne chose parce que la vision que j'avais des propres firmes, sachant que je vais peut-être aider du coup les gens qui sont rentables dans le trading et pas que je connais mais que je vois à gagner plus d'argent. Et les autres, malheureusement, à perdre. Parce que s'il n'y a pas les 80% qui perdent, au début, ça va être compliqué d'être rentable. Mmh. Donc, j'avais idée de le faire, mais pour l'instant, c'est pas... C'est comme ça. Surtout si je le fais, on va pas se mentir. Bon, peut-être il y a une seule propre firme future en France, mais je dois aller dans un autre pays. Tu as 5 minutes avec le toit quand il avait 22 ans. Tu lui dirais quoi? 22 ans. Alors, 22, 23, en pleine étude. Voilà, quand tu es à la fac, en école d'ingénieur. Tu lui dirais quoi? Angelo de maintenant, qui se rencontre lui-même, on a à peu près le même âge, il y a une dizaine d'années. 15 ans, mettons 15 ans.
Quand j'avais 15 ans. Ouais. Ce podcast va sortir au moment du bac. Donc, toi qui viens de passer le bac, on va plutôt la faire comme ça. Tu passes 5 minutes avec le toi qui vient d'obtenir le bac, qui va rentrer. Au moment où ce podcast va sortir, ça sera juste après les résultats du bac. Et il y a peut-être beaucoup de petits jeunes qui vont rentrer en finance ou qui sont intéressés par ça, par ce domaine. J'aimerais que tu puisses leur dire ou que tu puisses te dire à toi-même qui, quand il avait le bac, là, on est en été, quand on tourne, tu lui dirais quoi maintenant? Tu as juste 5 minutes ou 2 même. Alors, si c'était moi, j'aurais pas changé grand-chose, mais quand même, il y a des façons d'optimiser. Donc, très rapidement, j'aurais dit, bon, tu es intelligent, tu as eu ton bac, c'est bien, d'autres n'ont pas eu. Première chose, regarde un métier qui va pas se faire remplacer par l'IA ou où il y a un peu de marge. Ou commence à continuer tes études, mais rapidement avoir un métier qui va te rapporter 2000 ou 2500 euros. Plombier, tous les trucs avec la main et tout ça, ça peut aller assez vite, mécanicien, il y a de la demande et tout. Donc, si tu veux pas faire de grandes études. Après, commence à investir. Dès tes premiers sous, commence à les placer. Donc, j'aurais dit dans les... Classique du S&P? Ouais, du S&P. Moi, je dis aussi S&P, c'est bien, mais commencer de regarder aussi les pays émergents. Parce que on sait jamais... c'est des beaux marchés. Comment ça s'appelle? Les super puissants, ils ne durent pas plus de 100 ans ou je ne sais pas combien. Mais je crois que c'est 80 années. Ouais, vraiment. Donc, on commence à arriver un peu sur la fin de... Je ne sais pas, mais bon, au cas où. Donc, peut-être la Chine, on ne sait jamais. Moi, j'ai mis un petit peu là-dessus. D'accord. Et j'aurais dit ensuite épargner, s'amuser quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. S'amuser, mais épargner une bonne partie. Et derrière, j'aurais dit quand même le trading, ma vision, c'est... qu'il y a moyen d'avoir sa liberté, d'aller un peu où on veut et de bien se former, de lire, d'être accompagné des bonnes personnes pour réussir. D'avoir aussi la stabilité financière dans son métier. Parce que s'il n'y a pas de l'argent qui rentre, ça devient compliqué. Trader ou faire des choses, c'est peut-être pas le meilleur moment. Dernière question, c'est quoi le plus gros mensonge que tu vois dans le trading ou dans les formations de trading? Et on finira là-dessus. Je peux en donner 3? Oui, vas-y. Parce que j'en vois même pas une. Vas-y. Alors, le premier serait que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. C'est simple, par contre. Mais facile, non. Il y a du travail à faire. Le trading comme simple, mais pas facile. Voilà. Parce que si tu appliques, je pense, dans ton accompagnement ou l'accompagnement des gens, on va dire, sérieux, tu l'appliques vraiment de A à Z sur une période de 6 mois. Normalement, tu es rentable. Après, si tu fais des cognis à droite et à gauche, ça, on peut rien y faire. L'autre chose, c'est que plus les gens montent gros, plus c'est énorme, plus ça va attirer les petits jeunes. Hein, parce que je pense que c'est toi qui m'as dit, tous les jours, il y a des petits jeunes qui ont 18 ans. Oui. Oui, tous les jours, il y a des gens qui ont 18 ans. Entre moi que tu vas voir en Kangoo et quelqu'un que tu vas voir en Ferrari, mais moi, je vais aller à la personne de la Ferrari, logique. Tu vois. Donc, il y a cette partie où ne pas se faire voiler la face par ce que les autres ils ont. Et je pense le dernier point, je sais pas si tu peux m'aiguiller, dernier point, ouais. L'enrichissement rapide, peut-être? Oui, l'enrichissement rapide. Ouais. Vaut mieux aller doucement, sûrement, sur le long terme. Parce que lorsqu'on commence, on se dit « Ah !» Et les réseaux influent. Moi, je suis en train de faire un challenge, mais mon challenge, il est chill et tout ça. Je montre que je gagne 200 ou 300 par jour des fois. Mais c'est des années d'expérience. Donc, si on arrive, on fait 30 euros ou 20 euros par jour, c'est bien. Donc, le trading, très rares sont les cas. Ils vont s'enrichir en l'espace de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Yes. On est plus sur des années. Angelo, merci pour ton passage chez Money Talk. Tu fais de l'accompagnement aussi. Pour te retrouver sur les réseaux sociaux, on met tout dans la description. Voilà. Tu es assez joignable. On te contacte toi, on contacte JR. Enfin, je sais que vous êtes une équipe. Voilà, on est une équipe. Vous êtes une équipe ensemble. En tout cas, vraiment, merci d'avoir parlé des propres firmes. Je pense que les gens, s'ils veulent rentrer en profondeur ou vous poser des questions, tout a été mis dedans. En tout cas,
Je pense qu'on pourra peut-être encore prolonger. Et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on prolonge encore une fois. Merci pour ton profil. Merci d'être venu. En tout cas, je vois que tu as trouvé la solution par rapport au profil. En tout cas, tu as bien montré que le principal ennemi en tant que trader, c'est pas forcément les brokers, c'est pas forcément les institutions, mais c'est surtout soi-même et qu'il faut avoir énormément de discipline. Vraiment, je pense que ça fera plaisir à la communauté. Et en tout cas, toi, Angelo, tu as compris un truc simple, c'est que les propres firmes pouvaient permettre d'accélérer, c'est ça? Là, c'est l'exemple. Je suis l'exemple même où les propres firmes m'ont vraiment aidé à aller beaucoup plus loin. Super. Angelo, tu reviens quand tu veux chez nous pour parler finance, trading. Je suis en train de mettre en place des débats et peut-être que tu viendras un peu parler là-dessus. Sur ce, les amis, ça tombe bien qu'on ait ce genre d'invités qui viennent sur la chaîne YouTube parce que ça permet en même temps toujours de se développer et de comprendre mieux les choses. Et c'est d'ailleurs le leitmotiv de Money Talk, aller de l'avant pour s'améliorer et devenir une meilleure personne parce que c'est le but et c'est la chose la plus importante que je dis tout le temps parce que nous sommes tous des entrepreneurs. Un bon entrepreneur. Non, c'est toi qui a. Un bon entrepreneur apprend toujours. Je t'en mets 3 ta Lucille, je t'en mets 3 ta Lucille, 3 points Steph Curry, 3 points Steph